Je suis Vincent Descoteaux. Et j'ai appris cette année que j'avais une très belle voix. Fait que ça, c'est valorisant. Je suis un producteur, je suis un humoriste, je suis un auteur, je suis un acteur, je suis figurant, je suis aussi modèle nu, je suis aussi photographe, je suis aussi réalisateur, je suis aussi monteur, je fais trop d'affaires, dont des burn-out de temps en temps. Je suis l'indicateur en fait de ce projet qui est roulé, mais pas sur l'art. C'est pas mon titre, celui de Pierre-Luc Racine, mais c'était mon idée. Et c'est moi qui ai réalisé toute cette belle connerie, ce gros chaos, cet énorme foutoir qui a amené tellement de beaux moments, tellement de stress, tellement d'émotions. Pour vrai, j'en reviens pas qu'on ait fait ça, ça me fait capoter un peu. Enfin bref, on est parti sur la route, moi puis mes deux chums, plus Mégane Brouillard de temps en temps, pour faire tous les spectacles qu'on n'aurait pas fait si on s'était pas botté le cul pour le faire. Et je suis pas peu fier de vous dire qu'on l'a fucking fait. On l'a fucking fait, qu'on est épuisés, les chums, tabarnak. C'était tellement quelque chose, mais Colin, nos meilleurs shows, puis on l'a fait, puis ça a donné des moments juste grandioses, extraordinaires, puis je suis émotif, puis quand je suis émotif, je me mets à parler comme un maudit troqueur, donc salut maman. Et à toutes, bienvenue à Rouler mais pas sur l'art, le podcast sur une tournée autoproduite par Vincent Descoteaux avec, entre autres, Pierre-Luc Racine et, quel est son nom encore, Olivier Picard. Callback, c'est les callbacks des autres épisodes. Faites-le suivre, la gang. Je sais que vous êtes pâmés sur Vincent Descoteaux, mais allez écouter les autres épisodes, il était pas pire. Non, on s'en de binger ça. Là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Vincent, oui. Instigateur de ce projet. Guillaume Saint-Cyr, ami que j'admire. C'était ta fête Allez. Hier ou avant-hier. 32 ans, bébé. 32 ans. Ben oui, on est né à une semaine et un jour d'intervalle. C'est vrai! Ce qui, si on fait juste nous regarder de même, on le devinerait pas. Non, effectivement, on n'a pas la même taille, on n'a pas... Non, je suis ton père. Oui, mais tu t'habilles plus comme un adulte aussi. Genre, ben, merci de ne pas avoir dit que je m'habillais comme Bill Cosby. Oh my God! Parce qu'on pourrait croire que je suis habillé comme Bill Cosby. Oui, effectivement. Une période pré-cancellable en plus. Genre oui. Moi, je te mettrais d'une télé cathodique et je mettrais tous mes enfants devant cette même télé cathodique. Puis à un moment donné, on écouterait... En disant, cet homme-là, c'est un modèle. Oui, puis après ça, on écouterait le téléjournal un certain soir, puis on ferait comme zut. J'espère que ça m'arrivera pas. I was so busy not seeing the color, I didn't see the rape either. OK. On est à 1 minute et demie dans l'épisode et ça s'en va là. Là, j'ai cité Peter Griffin. En passant, c'est pas ma joke, ça. Okay, parfait. Voilà. C'est une citation, il fallait mettre des air quotes. Oui, absolument. Vincent. Oui. Je suis très content de parler avec toi aujourd'hui. Je suis très content de parler avec toi aussi. Rouler mais pas sur l'art. Mm-hmm. Au départ, on l'a su dans les autres épisodes, ça s'appelait Pas connu. Quand est-ce que cette idée-là a germé dans ta tête? Elle a germé à l'école de l'humour, en fait. Je suis un gars d'occasion, j'aurais tendance à dire en général. Et c'est venu du fait, ironiquement, que ils ont été impliqués quand même beaucoup dans ce projet-là. C'est venu de la visite dans le cadre du cours de gestion de carrière des bureaux Juste pour rire, où j'arrivais pas à me repérer dans ce qui est par la suite devenu mon bureau, fait que c'est le fun. Puis je me suis ramassé à me faire offrir un café par le producteur télé qui était là-bas. Fait qu'on a jasé un peu, puis on a tissé un petit lien. C'était un peu le point, en fait, de ces rencontres-là. C'est comme réseauter un peu à travers le monde. Puis parce que je m'étais perdu, j'avais pas eu un petit lien, fait qu'il m'avait donné son email. Et je m'étais mis à réfléchir parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un documentaire. Ouais. Je voulais faire un documentaire, en fait, puis ça faisait longtemps que le concept du road trip m'intéressait. Même à ce jour, à chaque fois que je fais une pré-vente sur le point de vente, ça me ramène toujours... la première affaire que j'ai financée, c'est-à-dire Road Trip, la web-série, qui est une web-série qui n'a jamais vu le jour, que je voulais faire en 2015, si je me souviens bien. Et je me suis dit, ce serait intéressant de faire un genre de mémoire de c'est quoi faire une tournée quand personne n'a techniquement de raison de venir voir tes spectacles. Moi, je trouvais, tu sais, genre, c'est les moments forts de documentaire, en fait, un peu l'espèce d'adversité, on ne sait pas comment ça va se finir, mais en même temps, tout le monde peut un peu s'identifier sans ayant nécessairement vu la même chose ou nécessairement avoir vécu la même chose. Et je me disais que le concept de voir quelques personnes qui travaillent super fort, mais qui travaillent super bien aussi pour être capables de vivre du métier qu'ils veulent faire, d'un peu que
ce concept-là, en lequel je crois qu'à coup de persévérance, tu peux faire la job que tu veux faire dans la vie, peu importe c'est quoi. Ouais. Peu importe aussi c'est ton âge, ou si tu veux être astronaute et tu as 42, il est peut-être trop tôt. Je suis désolé. C'est très... Ouais, peut-être. Ouais, J'ai jamais cherché à devenir astronaute, mais on s'en reparle dans ma crise de la quarantaine dans 8 ans. Absolument. Achète une décapotable, après ça, on va parler de la NASA, ce sera ça. Là. Mais ouais, en fait, donc c'est ça, je me suis mis à pitcher ça, puis t'avais Juste pour rire, qui était super intéressé. Mais c'était en 2018, je pitchais avec eux autres, on était rendu comme très avancé dans le pitch, on avait même une date pour le pitcher à tout.tv. C'était pour ceux qui ne sont pas familiers avec les concepts de pitch, on est rendu à des étapes qui étaient très télé, c'est-à-dire comme construire le cast, construire la quête du documentaire par rapport à quelque chose qui se vendrait niveau télé, sortir des exemples en fait que ce serait quoi, prouver que ça n'avait jamais été fait, donc trouver les différences entre ça et les 5 prochains par exemple, pour montrer que c'était pas Parce ça. que c'est sur le papier, c'est un projet qui peut avoir l'air d'être les 5 prochains. Oui, effectivement, mais comme j'aime bien le dire, sans offense pour Michel Grenier qu'on espère recevoir dans cette série d'entrevues, les 5 prochains pour moi ça a toujours un peu plus été ce que j'appelle affectueusement les 5 déjà. Dans le sens qu'il n'y a jamais personne qui s'est inquiété de si Pierre Hébert allait payer son loyer ou pas dans la première... C'est les 5, je comprends ce que tu veux dire, c'est les 5 déjà pour des gens qui sont dans le milieu de l'humour, mais pour nos parents en région, pour nos familles, c'est qui ça, Rosalie Vaillancourt? Exactement. Au moment où c'est sorti. Exactement. Voyons donc, elle a jamais animé de gala Juste pour rire. Quel loser, genre comme c'est. Mais nous, on s'adressait de un à plus au public geek d'humour, j'avais l'impression. Et deuxièmement, un peu plus, justement, les gens qui croient aux self-made men and women non-binaires, en fait, de créer un peu ses propres opportunités. Puis moi, c'est quelque chose dans lequel je crois, en fait, qu'à coup de rigueur, t'as pas nécessairement besoin d'avoir comme l'accréditation, puis comme la reconnaissance de quelqu'un de plus puissant et de plus fortuné que toi pour être capable de faire tes choses. Je pense que si tu fais bien les affaires, tu peux faire partie de ce que j'aime bien appeler la classe moyenne de l'humour. Ouais. C'est-à-dire, les gens ne savent pas nécessairement t'es qui, mais tu es assez bon et tu es assez organisé pour être capable d'en vivre. Puis je vais toujours revenir à ça, à faire le métier que tu veux faire dans la vie. Donc, on faisait ça. J'étais en train de pitcher ça beaucoup avec Juste pour rire. Et vraiment, comme 5 jours avant le pitch, ils m'ont rappelé pour me dire « Hey, on est encore vraiment intéressés, mais on pitch 3 shows dans le même meeting qui parle de stand-up. » C'est beaucoup. Je te cacherai pas le tien est peut-être celui qui a le moins de chance. Donc, pour permettre, en fait, qu'il y ait la meilleure chance possible, on préférait faire le meeting un autre jour. Ouais. Comment t'expliques que... J'avais un punch par contre à ça très rapidement. Parce que les 2 autres shows se sont avérés être le prochain stand-up et Corde raide. Ah ouais, ok. Fait que le mien avait aucune chance, en fait, officiellement. Et j'ai fait OK, il n'y a pas de problème. Et par la suite, il y a eu une pandémie. Donc, c'est tombé sur la glace. Et comme Pierre-Luc l'a expliqué, moi, des fois, j'ai juste besoin d'un coup de pied dans le cul. Puis lui qui me dit, genre, de comme, hey, c'était bon ça, ce serait fun d'y donner suite. Puis juste comme, parfait, j'envoie des emails à tout le monde. 2 semaines après, on avait comme toute la tournée de bouquet quasiment. Ouais. C'est tout. Parfait. Comment tu t'es senti, même si tu peux comprendre les raisons, comment tu t'es senti sur le coup que ton projet te glissé entre les mains à ce moment-là? Je savais que c'était normal. Ouais, honnêtement, je savais que c'était normal un peu, en fait. Puis dans ma démarche d'autoproduction, je vois pas les échecs comme des défaites. Je sais pas si c'est clair en tant que tel. T'sais, genre, j'apprends même plus des fois que ça ne marche pas que les fois que ça marche. J'ai pas tant appris parce que dans ma tête, ce n'était que partie remise. Puis après ça, j'ai pas été le genre de personne en pandémie en me disant je suis la seule personne qui passe un mauvais moment en ce moment dans le monde. Je me disais que tout le monde se faisait chier un peu égal. Fait que c'est ça, puis plein d'autres choses qui arrêtaient. Je me disais que ça faisait juste partie de la game. Fait que je sais pas, je me disais que le documentaire allait avoir lieu d'une manière ou d'une autre, en fait. C'était qui, on l'a dit au dernier épisode, c'était qui ton premier casting que tu as fait? Mon premier casting, c'était Jérémy Laliberté, Jessica Chartrand, Olivier Picard, Pierre-Luc Racine et moi-même. Et à un certain moment, pour des raisons de disponibilité, je pense qu'à l'époque, il faisait les premières parties de Maud Landry, Jérémy Laliberté a dû quitter le projet puis a été remplacé par Rolly Assal. OK. Si on peut en parler, en fait, aussi, parce que c'est tous des humoristes que j'admire, je vais commencer par dire ça, mais peut-être quelque chose qui me dérangeait puis qui m'a amené vers peut-être une voie où j'étais mieux dans mon cœur, en termes qui étaient... Tant qu'à faire un documentaire sur l'autoproduction, autant avoir un documentaire 100% autoproduit. On était rendu dans des codes très, très télé pour choisir le monde et comment présenter les gens. Et je trouvais, sans offense pour cette série que j'ai écoutée au complet,
qu'on s'en allait plus vers la télé-réalité que le documentaire, puis ça commençait à ressembler à Barmaid. Là. OK. On Par commençait... exemple, freak show avec du monde ou... Ouais, freak show-ish, mettons, genre, c'était moins... On allait moins faire de glissade d'eau en très petits bikinis, là, mettons, genre, on allait moins se sexualiser, j'ai l'impression. Mais tu sais, par exemple, dans la description de Jessica Chartrand, il fallait crobarrer qu'elle était en couple avec une femme, par exemple, pour cocher cette case-là. Il fallait crobarrer que Pierre-Luc Racine avait été adopté puis était d'origine colombienne. Cocher cette base-là, reliée à Salle aussi, pour les mêmes raisons. Crobarrer que tu viens de Rawdon. Oui, effectivement. Fais-moi une minorité pas visible, mais intellectuelle. Mais fait que c'est... Non, c'est ça, il fallait cocher beaucoup de cases pour comme garder l'intérêt des producteurs. Puis c'était peut-être quelque chose qui est dans mon espèce d'esprit ucamien punk, un peu poche, qui me donne l'impression qu'on travestissait peut-être un peu le projet. Puis en fait, même plus important, qui travestissait un peu l'intention derrière ce qu'on voulait démontrer. Parce que moi, en fait, mon but, puis je vais revenir tout le temps à ça, c'est de montrer qu'on est capable de gagner notre vie avec ça, même si on n'est pas connu. C'est pour ça que j'aimais le titre « Pas connu », en passant. Parce que nous, au bout du compte, on voulait démontrer qu'on était capable de payer 2 mois de loyer avec cette affaire-là. C'est tout ce qu'on voulait faire. Et les gens de la télé nous expliquaient souvent que c'était comme pas assez flamboyant comme objectif pour comme être capable de capter l'attention du spectateur. Puis je suis pas tant d'accord. J'ai l'impression que si tu veux qu'on pige, mettons, dans le pourcentage des gens qui n'aiment pas leur travail, je pense qu'il y a des gens qui ça pourrait parler, cette affaire-là. Puis c'est ça, mais eux, à un certain moment, on était vraiment rendu à genre de comme on fait un road trip de Montréal jusqu'aux îles de la Madeleine, on voit du paysage, puis à la fin, vous rencontrez votre idole, l'humoriste connu qui est disponible cette semaine-là. Genre, c'est oh, wow, Jérémy Demé! Je savais que ça s'en venait. Ouais. Puis j'étais content en même temps, parce que j'étais à l'école de l'humour, puis on était en train de pitcher un show télé, puis ça allait bien. Puis j'étais juste comme, ah, ok, cool, puis ça peut ramener d'autres opportunités. Je l'aurais fait, au final, je pense. Mais ce qu'on voulait vraiment faire avec ça, je pense qu'au final, on était capable de le faire comme ça. Genre. Avec du recul, 2018, ça remonte quand même à il y a 3 ans en ce moment, presque 4. Avec du recul, est-ce que tu sens que tu aurais eu la maturité? C'était 2019, non? C'était 2018-2019, le processus de Olivier Picard à la technique. C'est ça son nom? Le processus de séduction était pas mal enclenché en 2018, mais la photo était prise en 2019 à notre show de Club Soda. Parce que moi, tu m'en avais parlé genre printemps 2019. Après, tu as été quoi avec Martin Langlois? OK. Ben moi, j'ai gradué... En 2019. Ça se peut que je t'en ai parlé plus tard. Mon Dieu, t'arrives tout le temps en retard dans le processus. Ça n'a pas de Moses de sens. Mais oui, on avait commencé en fait, moi le one-pager, j'ai rechecké il n'y a pas longtemps, puis il date encore de vraiment fin 2018, mais comme le gros des démarches qui n'ont pas abouti finalement, c'est fait, c'est ça, dans ma dernière session de l'ENH qui était en 2019, parce que je suis de la QV 2019. Donc. Si ce projet-là s'était fait en 2018-2019 pour rendre Olivier content, penses-tu que... Tout pour toi, bébé. Ben oui, c'est un podcast qu'on fait pour toi. On voulait pas te le dire, mais t'es le seul auditeur. Si ce projet avait été fait à cette époque-là, penses-tu que tu aurais eu la maturité? Penses-tu que tu aurais été dans les bonnes conditions pour pouvoir faire ce projet-là? Ou c'est une bonne chose que ça ait pris du temps? C'est quelque chose que j'ai appris cette année dans le cadre du documentaire, mais j'ai un problème avec les avoir su, dans le sens que je les trouve antiproductifs, à savoir, des fois, il y a des conversations poches, genre à savoir avoir su, on l'aurait pas fait de même, oui, mais on le savait pas. Genre. Effectivement. Mais pour répondre à ta question, c'était pas une attaque en passant. Non, parce que c'était pas ça la question. La question, c'est vraiment de savoir, est-ce que c'est une bonne chose que ça ait maturé pendant 2 ans? Il y aurait des bonnes choses qui seraient sorties du fait de l'avoir fait à ce moment-là, dont, par exemple, parce que moi, mon but, puis tu es 100% de l'équipe technique qui est pas aussi dans le documentaire aussi, fait que c'est particulier, mais moi, mon but, en fait, c'est que si c'était quelque chose qui en venait à être produit, on aurait un niveau de subjectivité plus intéressant à suivre une gang qui n'est pas de nous autres. Tu sais, au final, bon, je ne l'ai pas fait, là, je vais établir ça, là, mais mettons, là, pour prendre un exemple de Big Brother, qu'il y a un soir, j'étais sous, je serais devenu soudainement extrêmement raciste. C'est quand même moi qui fais le montage, fait que j'aurais été capable d'enlever ça, versus que ça aurait été intéressant pour le documentaire que ça soit là. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que cette formule-là, on soit capable de suivre 5 humoristes différents à chaque année pour faire ça. Et ça, on aurait pu avoir ça en le faisant en 2019. On aurait pu le faire, ça aurait pu pogner, là, je suis objectif, mais on aurait pu continuer justement de faire ça. Et moi, je voyais aussi le potentiel de, pendant les
les étés, qui étaient notre seul break de COVID dans les années qui ont suivi, à avoir su, il y aurait de quoi de super nice à suivre une gang de 5 personnes pas connues, puis se dire comme, hey, c'est peut-être 100% de vos shows cette année, les chums, faites quelque chose avec, ça aurait été de l'émotion, ça aurait été quelque chose. Il y avait beaucoup de potentiel de ce côté-là. Et ça, même avec à quel point j'étais en dépression, en plus à ce moment-là, j'aurais les crises de panique, l'anxiété, à quel point je serais encore activement en train de voir Gaëtan, ma psychologue, de ce côté-là, à quel point ça aurait été dommageable à un certain niveau où je me serais fait violence à passer à travers. Me connaissant, je sais que j'aurais été capable de le faire. Ouais. Et il y aurait quelque chose qui aurait découlé de ça parce qu'il y a quelque chose qui découle de tout ce que je fais tout le temps. Fait que, je sais pas si c'est clair comme réponse, comme je pense, je me serais fait mal en le faisant définitivement, irréversiblement, mais je pense qu'il y a des bonnes affaires qui seraient sorties. En tant que producteur, j'ai l'impression que tu es dans des meilleures dispositions en ce moment qu'il y a 2 ans pour mener un projet comme celui-là à terme. Absolument. Je suis... Comme Pierre-Luc disait, tu étais peut-être une trop grosse boule d'émotion à l'époque. Je le rappelle aussi, puis c'est vraiment pas lourd, dans le sens c'est cool parce que c'est réglé, aller chercher de l'aide si vous le ressentez, mais tu sais, j'avais une excellente psychologue que je t'ai suivi à ce moment-là parce que j'avais un cas de dépression clinique qui est très réglé, mais j'avais peut-être moins le contrôle de ces émotions-là, justement, pour être capable de mener mes projets à terme. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai dit quand j'étais la voix de Love Story pendant le segment de Pierre-Luc, c'est que il y a... ça prend au moins une personne qui y croit quand on s'en va quelque part, puis il faut que ce soit le producteur. Tu sais, moi, je suis celui qui sort de l'argent de mes poches pour faire ça. Tu sais, c'est... Coup de théâtre, Mylène l'a dit récemment dans le très bon podcast Setup Premise Punch de Mylène Nguyen en tout cas, excusez, il faut que je présente plein de monde, mais je vais faire un point avec ça, je vous le promets. Mylène Nguyen, qui est dans le fond gérante de Maud Landry, de Michel Desrochers, d'un paquet de monde à la suite, de David Bocage, ainsi de suite, qui est aussi l'instigatrice des soirées soirées d'humour au Bois Rosemont, a dit: tu te mets pas riche avec une soirée d'humour, et c'est vrai. Et tu te mets pas riche généralement avec des projets humoristiques, puis quand tu es producteur, ton cash, c'est le premier qui va sur la table, en fait, s'il y a des dépenses à combler. Et moi, j'avais besoin de croire à tout ce qu'on allait faire. Moi, il y a eu un show à Québec dans le cadre de cette tournée-là. On n'avait aucun billet de vendu 5 jours avant le spectacle. Et je pensais le canceller, ne serait-ce que pour me rembourser les frais de ménage du Airbnb que j'avais déjà payé à l'avance. Et je n'étais pas fâché de ça. Ça fait partie de la game. Parce que je suis le premier à être payé aussi en tant que producteur, dans le sens que, genre, s'il y a un extra d'argent, c'est dans mes poches qui tombe aussi. Puis il faut que les choses se balancent, mais oui, il y a eu des moments... en fait, avant qu'on monte dans un char, pour de vrai, j'étais tellement dans un stress à ce moment-là. À quel moment ça, excuse-moi? Avant le spectacle The Office, en fait, quand tu étais là, je te pointais comme si tout le monde avait le référent, mais il y a un moment où tu nous as suivis sur la route, j'ai vomi dans une poubelle avant de vous rejoindre. Genre, oui, définitivement. J'ai beaucoup vomi, j'ai beaucoup stressé. Je me suis filmé des fois le matin en me disant que je savais pas ce que j'étais en train de faire. De la panique, en veux-tu en allais. Puis je sortais d'un festival Juste pour rire aussi qui avait été particulièrement drainant. C'était mes 2 semaines de vacances que j'aurais pu prendre pour recharger mes batteries. Mais je me suis fait fuck ça, m'en faire un documentaire à la place. Ce que je regrette vraiment pas en passant. Mais tout ça, on le voit pas dans le documentaire. J'en parle maintenant, puis c'est correct parce que c'est réglé. Mais ça fait partie de ma job que c'est pas qu'on s'en fout, mais pas loin de ce que je ressens. Genre, c'est... Alors, arrivons à la partie que j'ai abordée avec les 2 autres gars. Les premiers shows dans les parcs. Les premiers shows ce que je qualifie de rodage. De la tournée. L'open mic du bordel, je qualifie ça comme du rodage. Tous ces petits shows-là, même à la rigueur, Joliette, je le vois comme du rodage. Même l'île Noire. L'île Noire, pour moi, c'est la fin du rodage et le début de la tournée. Je sais pas si je me trompe. À date, je suis d'accord avec toi. OK. Comment tu t'es senti dans cette période-là que là, le projet est lancé, tu peux plus reculer, mais en même temps, ça se peut encore que ça se plante. T'es dans quel état d'esprit? T'as pas encore vomi dans une poubelle à ce moment-là? Oh oui, absolument. Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis quelqu'un de stressé dans la vie. C'est pas juste dire, je suis quelqu'un qui vomit beaucoup dans des poubelles. Non, pas tant en plus, pour de vrai. Je fais c'est une bonne chose, Vincent. Je fais ça chez nous, bien sous, comme un adulte. Mais comment je te dirais? On rodait le documentaire, mais on se rodait nous-mêmes aussi. Ouais, parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait du stand-up. Très longtemps qu'on n'avait pas fait. Ça remontait à quand, l'autre fois avant? L'autre fois avant... avant le show dans le parc? J'avais pas fait de show de parc avant ceux-là, en fait, pour de vrai. Fait que puis j'ai pas fait beaucoup de shows Zoom. Fait que si j'exclus les shows Zoom, ça datait de l'été d'avant. Comptes-tu les shows Zoom contre des... J'en prends cette phrase-là. Comptes-tu les shows Zoom comme des shows? Non.
Non, ça, c'est personnel. Je suis pas en train d'essayer de convaincre personne, mais honnêtement, puis ça se peut que je perde des contrats avec ça, puis ce sera ça. J'ai jamais été capable d'avoir le fun qui me rappelle pourquoi je fais ce métier-là en faisant ça. Moi, je suis quelqu'un de trop facilement déconcentrable pour, comme, tu sais, je suis là en train de faire mes blagues. Je rôde absolument pas. C'est littéralement une cassette. Avec les émotions, je suis rendu comme assez en maîtrise de ce que je fais pour comme que ce soit comme ça vale le prix que les gens ont payé, s'ils ont payé. Mais je veux dire, je regarde du coin de l'œil, puis il y a le lit dans lequel je fourre. J'en suis la question à Olivier. Olivier, trouves-tu que c'est un vrai show, un show de Zoom? Je peux pas être en désaccord avec Vincent. Là. Il n'y a pas la science infuse. Moi, j'ai jamais eu autant de connexion Internet. Non, c'est pas pour avoir, mais genre avec le public sur Internet. Moi, c'est quelque chose, j'ai bien de la misère. Ouais. De là à dire, est-ce que c'est un vrai show ou un faux show, je pense que c'est deux choses différentes. OK. Ouais. Je suis capable d'avoir du plaisir quand même en tant que tel. Je pense qu'on va dire fuck les shows Zoom. Mais c'est juste que, tu sais, moi, je fais de la scène. C'est ça que je fais, tu sais, moi, dans la vie. Puis c'est ça que je veux Donc, faire. Tes derniers shows remontaient à un peu plus qu'un an, si je comprends Absolument. bien. Puis ils remontaient assez longtemps, en fait, pour qu'on ait tout un peu le doute dans notre tête. On est-tu encore bon? Ouais. Tu sais? Parce qu'on a fait plein d'autres affaires. Puis moi, je suis le genre d'humoriste qui aime ça jouer souvent pour avoir des souvenirs assez frais dans sa tête de comme c'est quoi. J'ai une mémoire très physique par rapport à mon humour. Tu sais. Ton show dans le parc à Verdun, c'était pas ton premier show non plus depuis le retour des shows dans les parcs et tout ça, ou c'était ton premier? C'était mon premier. C'était... Ça paraît pas. OK. Pour vrai, ça n'a pas paru. Merci. J'ai pas ressenti. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que ce show-là t'a fait? Je me souviens que t'étais ému. J'étais très ému, définitivement. J'étais ému de revoir du monde. J'étais ému de revoir aussi ce métier-là que je connaissais. J'en ai parlé aussi dans cette entrevue-là, mais moi, je pense pas qu'on peut roder dans le cadre d'un show de parc parce que les feedbacks, bien que très appréciables, ne sont pas exactement les mêmes. Mais j'étais ému de revoir des gens dans une loge, entre guillemets, de voir des collègues, de prendre des nouvelles. Oui, effectivement. En plus, d'avoir des moments magiques de loge, comme par exemple Claude Crest qui était sur le spectacle, qui est joué par Maxime. Non, il était pas là. Il était pas au show de parc. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, pas celui-là. Excuse-moi, ça, c'est arrivé par la suite dans un autre show de parc que t'étais pas là. Mais excusez, j'allais mélanger des affaires. Mais en tout cas, bref, il s'est passé autre chose de magique. J'ai jamais rencontré M. Claude Crest. Ben oui, non, je sais. Brave monsieur. J'allais chez eux. Là, mais... Je serais curieux que tu le reçoives dans ton podcast, en fait, parce que ses 3 films préférés, ça doit être quelque chose. Moi, genre l'initiation, Valérie puis 2 femmes en or. C'est sûr. Peut-être un épisode bien niché de Sexe et Confidence aussi, à TQS, là, qui a écouté dans le début de sa vieillesse, là, mais c'est... 90 ans quand même. Ah ouais, 90 ans, pareil. Je sais pas à quel point il se souvient de ses films. Probablement qu'il y aurait des affaires à dire sur genre comme Emmanuel dans l'espace. Là. On dit que c'est un des pires, mais pour de vrai, il y a quelque chose là-dedans. Là, mais bref, revenons à nos moutons, ce qui sont l'autoproduction. Mais moi, il s'est passé quelque chose dans la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Puis je vais peut-être sonner pédant, mais c'est ça pareil. Il y a un step-up, point de vue, présence sur scène. Puis je sais pas comment il a fait pour arriver. Pour toi? Oui, pour moi. Mais qui est là. J'ai le sentiment, puis ça me fait encore plus apprécier mon métier, j'ai une conversation avec le public que j'avais pas avant. Je suis pas constamment en train de m'écouter quand je suis sur scène. J'ai un dialogue avec les gens que je n'avais pas par le passé, puis j'ai découvert dans le cadre du retour sur scène. Si on fait l'exercice, pourquoi tu penses que ça s'est déclenché pendant la pandémie? J'en ai honnêtement aucune idée, mais je pense que c'est peut-être juste ça va bien dans ma tête. Tu sais, Ça joue pour beaucoup. C'est c'est particulier. J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps, en fait. Puis c'est vraiment pas prendre dans le lourd, parce que c'est toutes des affaires qui sont très réglées dans ma tête. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui compte sa vie sur scène beaucoup. Et de se mettre à essayer de gagner sa vie en racontant sa vie, c'est de retomber en contact avec plein de moments de ta vie, dont certains que tu n'avais peut-être pas dealé comme tu aurais dû le faire pour vivre une vie saine. J'ai l'impression, je vais te lancer sur la piste, sur cette piste-là, mais quand je t'ai vu faire des shows avant la pandémie, donc au Club Soda avec l'école, la tournée, dans des bars, là, quand c'est arrivé, j'avais pas l'impression que tu étais là pour le public. Ouais. J'ai l'impression que tu étais là pour toi. J'ai l'impression que tu étais en défi avec toi-même, en fait. OK. Sur scène, surtout genre au Club Soda. J'ai l'impression que tu te battais, mais avec toi. Je me battais avec un paquet d'affaires à cette époque-là. C'est très niché, puis je suis pas plus connu en ce moment. Fait que je sais pas, ça a été risqué, mais je te dirais que c'est... Je me suis fait violence pour passer à travers l'école de l'humour, parce que moi, je le dis tout le temps, l'école de l'humour, meilleure décision que j'ai prise de ma vie et une des plus désagréables. Mais il y a bien des affaires qui se sont pas faites naturellement dans ma vie qui, au final, valaient la peine. Ouais. Mais oui, moi, mais à l'inverse, quand je t'ai vu arriver au show de parc, puis là, il y avait des gens, j'avais l'impression que le show, là, tu le faisais pour les gens qui étaient là. Oui, absolument.
Absolument. Je sais pas exactement comment l'expliquer. C'est vraiment un mystère pour moi, en plus, genre de comme qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là. Mais il y a je suis passé de faire du récital à avoir une conversation avec le public, sincèrement. Genre, le Club Soda, toute cette tournée-là, je me sens tout le temps mal d'en parler devant Olivier Picard parce que lui, il n'y en a pas eu. Mais genre, moi, j'ai détesté la tournée de l'école du début à la fin. Puis c'est même pas contre les gens avec qui je l'ai faite, c'est même pas contre le public, c'est vraiment juste le fait que ça a été complexe pour moi, traverser tous ces shows-là. Il y a plein d'affaires qui ne marchaient pas pour moi. Puis je sais pas, c'est peut-être la pandémie, c'est niaiseux, mais c'est peut-être carrément ce break-là qui m'a permis de prendre une distance avec toujours devoir faire des shows, toujours devoir embarquer dans des affaires, prendre une réelle pause dont j'avais peut-être pour de vrais besoins, apprendre à faire d'autres choses aussi, puis revenir peut-être prêt. Ouais. Peut-être que j'ai jamais été prêt avant ce documentaire-là. Parce que même avant de faire le documentaire, même avant d'être à l'école de l'humour, si je me trompe pas, tu faisais déjà les soirées ciné-nacho. Oui. Tu faisais déjà plein de projets, mais toujours impliqué en humour. Mais est-ce que je me trompe si tu arrivais sur scène avec l'attitude d'un producteur et non pas d'un humoriste? Ça se peut. Ça se peut très bien. J'ai jamais fait de l'humour pour me mettre riche. C'est ça qui est particulier. Non, mais c'est pas d'arriver sur scène, mais comme d'arriver sur scène en pensant à toutes tes affaires. Oui. Mais même les affaires pas importantes. C'est comme si t'arrivais sur scène avec tous les chapeaux qu'il fallait que tu portes. Quitte à t'en mettre trop. Oui. Tandis que là, quand je te voyais sur scène, c'était pas le producteur, c'était pas le gars qui fait de l'autoproduction, c'était pas le gars qui est en train d'écrire ses textes, c'était l'humoriste que je voyais. Je vais essayer de pas faire une trop grande parallèle, mais faire un point avec ça, je te le promets. Je parlais avec l'humoriste Michel Desrochers à un certain moment de à quel point j'ai toujours trouvé ça fucking weird, le monde qui disent ouais, c'est facile pour ceux qui ont fait de l'impro. Parce qu'elle fait beaucoup d'impro, c'est vraiment une bête en impro. Puis c'est assez prouvé en fait que les humoristes qui ont fait de l'impro, souvent leur carrière monte comme plus rapidement. Puis c'est juste comme bah oui, c'est facile pour eux autres, ils ont leur réseau, puis ils connaissent leur personnage. Comme oui, mais ça, c'est du temps de scène qu'ils n'ont pas volé. T'sais, c'est du monde qui font des ateliers de scène depuis qu'ils ont 12 ans, à toutes les semaines, tout le temps. Ouais. Moi, je viens pas d'une place où c'était ni encouragé ni même possible de faire de l'art. T'sais, genre, la première fois que je suis monté sur scène, c'est la première fois que j'ai fait de l'humour à la fin du cours du soir avec Mario Bélanger qui animait. Puis moi, je suis ce dude-là qui a 26 ans, qui sait pas comment être sur une scène, qui sait pas comment parler, qui maîtrise pas sa voix, qui maîtrise pas ses mains, qui est pas capable de regarder du monde dans les yeux dans la vraie vie, puis qui a tout ça à apprendre. Puis moi, j'avais quand même cette lucidité-là que si j'organisais pas mes propres affaires, on n'allait pas me les donner, mes chances. Il y a du monde qui n'ont pas joué autant que moi, mais que c'est quand même beaucoup plus safe de les faire monter sur une scène, genre comme pareil. Puis tout ça, il a fallu que je l'apprenne à dur par mes propres moyens. Tu sais, tu parles du fait que tu étais en combat. J'avais des choses à prouver à moi comme j'avais des choses à prouver au monde, mais il fallait que je les fasse, ces affaires-là. Ben, c'est ça, il fallait que tu te prouves à toi-même des choses sur scène avant de pouvoir jouer devant un public. Il y a toute une enfance, toute une adolescence, tout un... Là, on tombe peut-être un peu trop dans la psychothérapie. Oui, absolument. Passons à la tournée. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est fou en plus. Non, mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui ressort de ça par rapport au fait que, tu sais, genre moi, même à pas avoir été prêt, je l'aurais peut-être fait pareil, ce documentaire-là. J'aurais peut-être pu le faire en tant qu'auto-producteur. Je l'ai pas fait pour dire genre, hey guys, là, je suis prêt. J'en avais aucune idée avant de le faire. C'est juste que là, je reviens, je check mes affaires, je constate que j'ai beaucoup écrit sur scène et pendant que j'étais en train de faire cette tournée-là, je constate que toutes les choses se sont bien passées. Puis même ceux qui étaient plus difficiles, j'étais capable de tirer mon épingle du jeu. Je constate que mes chroniques à la soirée d'humour que j'ai reparti et qui existaient avant sont vraiment meilleures. Je suis plus apprécié. C'est la même soirée, c'est le même monde, c'est les mêmes affaires. Puis pourtant, là, mes affaires rentrent mieux puis j'ai un meilleur dialogue avec ces gens-là. Donc, tu arrives à mieux dealer avec tous tes chapeaux, peut-être. Oui, exactement. C'est ça. Ben, en fait, Oli Picard m'a confronté sur quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. C'est que j'ai de la difficulté à déléguer dans la vie. Puis pourtant, c'est important. Tu sais, c'est fou. Il serait moins beau le poster si j'avais comme refusé qu'Oli Picard le fasse. Parce que c'est ça, c'est tout. Il serait moins bien filmé. Les fois que tu étais là, finalement, j'avais fait non, fuck off. Genre, c'est ma caméra. Moi, je veux pas que Guilla il l'échappe. Fait que je vais le faire. Il serait moins bon, ce podcast-là, si je me parlais tout seul puis je me promenais d'une table à l'autre ou que j'étais juste en train de parler. Ce serait concept. Mais je l'adore, le résolution. Non, mais je sais pas. T'sais, genre, moi, il y a le faire, c'est comme. Je le redis, mais comme tout ce que j'entreprends finit par m'amener de quoi. Il n'y a rien qui n'a pas fini par payer dans ma vie. Genre. Mais ça donne que je pense que je suis rendu bon là, dans toute cette entreprise d'autoproduction qui est les 5 dernières années pour Vincent. Genre. Ouais. Fait que les shows, la tournée, qu'est-ce que. C'est un peu la même question que j'ai posée aux deux autres gars, mais
toi, en tant que producteur, c'est quoi les doutes, les stress que ça t'a procuré? Tu sais, on en a parlé, t'as vomi avant de partir à Sherbrooke, qui est un peu le premier show officiel de la tournée. Techniquement, oui. Techniquement, si on... après l'île Noire, après tout ça, ben ouais, tu sais, Mais j'avais mangé genre un pizza sub aussi. Là, fait que c'est sûr que ça aide c'est pas. ça l'affaire, mais c'est... Ouais. Tu sais, des fois, Tu t'as le collant. veux-tu parler du Subway que tu t'es fait sur le retour? Oh du my Shack? God! Ça, je suis content, je me suis respecté, je l'ai pas fini. Mais c'est... Ben, en tout cas, le Subway, c'est mon péché mignon. Là, pour ceux qui ne savaient pas. Puis comme on a trouvé le meilleur Subway, c'est le Subway de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Puis c'était tellement beau, puis hot comme Subway. Puis le gars était tellement fin, je me suis comme fait 3-12 pouces. Ah! Le troisième. Du bon Dieu. Ben oui, je le sais bien. Puis en plus, c'est... respecte ton corps. Non, mais j'adore ça. Le plus important, c'est donne la recette. Ben, j'ai... des fois, une recette, c'est genre quelqu'un te demande tu veux quoi, puis tu réponds juste oui. Tu veux-tu des piments? Ben oui. Tu veux-tu du pain plat? Ben oui. Puis là, c'est vraiment juste comme j'ai mis tout. Non, mais c'est un pain plat aux œufs, là, genre comme aux œufs avec tous les légumes, sauce les olives. J'avais mis 3 sortes de sauces dedans, puis je m'étais pris un side de petites patates à côté. Parce qu'il y avait des petites patates déjeuner. Ils les ont pas dans toutes les Subway, mais eux autres, ils les avaient. Fait que, tu sais, genre, m'en était glissé 2-3 dedans. Là, pour eux, ils fermaient plus. C'était extraordinaire. Puis on avait 7 heures de char à faire cette journée-là. Je l'ai pas fini, évidemment. Parce, genre, c'est pas ça que je voulais savoir, moi. C'est quoi tu voulais savoir? Ce que tu dis pas, c'est que t'as rajouté dans ton sandwich aux œufs de la sauce marinara. C'est vrai, j'ai fait ça! Mais c'est un pain plat, ça a l'air d'une pizza. Comment ne pas mettre? C'est vrai, il l'a pas proposé, j'y ai demandé en plus. En tout cas, démarche d'autoproduction. C'est moi qui vais aller vomir dans une poubelle. C'est ça qui va arriver. c'est juste ça qui va arriver. C'est drôle, t'avais de bonnes questions en plus, mais c'est T'aurais dû faire déléguer ta fabrication de Très, très fort. Très, très... Oh, wow. Mais bref, la tournée, c'était quoi tes stress en tant que producteur, en tant qu'humoriste qui embarque là-dedans? Ben, le pire, c'est que c'est ça l'expérience, en fait, aussi. C'est que ça, j'ai de l'expérience pour de vrai. Puis je veux pas me vanter, mais je pense que je suis rendu bon. Tu sais, il y a gérer des préventes, par exemple, ça, c'est quelque chose que je sais faire. Je sais qu'il y a des trucs qui fonctionnent concrètement. Je sais c'est quoi les red flags quand il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de contacts, en fait, que j'ai pu utiliser. Il y a beaucoup d'endroits où on a été... que c'était des endroits où j'avais déjà fait des spectacles. Tu sais, le Boquet Bière, j'ai un bon rapport avec eux autres. Fait qu'on avait des réputations de bons shows pour être capable de backer ça. La Ninkasi, je savais qui contacter pour avoir de la promo organique là-bas, ce qui est quelque chose qui a de la valeur en tant que tel. En fait, même j'ai eu beaucoup de dialogue avec les gens pour être capable de comme, m'assurer d'avoir des cachets fixes, des conditions qui fonctionnent. J'ai des templates. En fait, moi, mon secret, c'est que j'ai l'air tellement pas préparé, puis pourtant, je le suis plus que le commun des mortels. Genre, mais comme... Non, c'est ça, je sais quoi écrire, comment rassurer les gens. J'ai des templates de contrats extrêmement clairs et extrêmement légalement viables. Puis ça fait que ça se faisait comme somme toute très, très bien. Les conversations, je sais quand les avoir, à quelle heure les avoir. Donc, tout ça faisait assez bien. Je savais où je m'en allais. Et j'ai aussi un gros historique de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer la veille, puis pourtant y arriver. Tu sais, le show The Office, je n'étais pas nécessairement inquiet. C'était plus une question de... En fait, ça, j'en ai pas parlé tantôt, mais la raison pour laquelle j'ai vomi une poubelle, c'est à cause de Pierre-Luc Racine. Ah, OK. Bon, mais il n'est pas là pour se défendre, mais vas-y. Oui, non, effectivement. Non, j'y en ai parlé. C'est lui, il faut qu'il fasse attention de ce côté-là. Mais Pierre-Luc, à un certain moment, il arrêtait pas de m'écrire pour me dire « Hey, ça va être à chier mon numéro. » Et ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Fait que je suis juste comme... Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, man? Puis, non, je te reproche rien, juste te dire, ça va être à chier mon numéro. Puis, comme, ben oui, mais le monde, on payé $15 pareil. Puis, au final, c'était très bon. En fait, c'est super bien passé, puis c'était bien correct. Puis, je pense que c'était de l'insécurité. Puis, j'ai préféré le traiter comme ça, sur le fait que, genre, peut-être que c'est de l'insécurité, mais après ça, c'est une affaire sur laquelle j'ai aucun contrôle. Puis, ça fait que je vomis d'une poubelle. On est 4 parce qu'on n'a pas l'argent d'avoir 5 humoristes sur le spectacle. Il y a donc un quart du numéro qui est possiblement à chier puis assumé de la part de la personne. Puis ça va me trotter dans la tête puis m'empêcher de dormir. Fait que oui, j'ai eu très très peur. Puis ça, c'est quelque chose, peut-être un nouveau défi que j'avais pas pensé. Mais après ça, des préventes, j'en ai vu d'autres. Des spectacles, on sait pas si ça va arriver, j'en ai vu d'autres jouer dans des salles à 1000 places avec 21 humains dedans. Ça, c'était pas arrivé, mais j'en ai vu d'autres pareils, des salles presque vides, mais ça, on l'a vécu à Rivière-du-Loup. Fait que... Effectivement. On est en train de bosser notre temps, malheureusement. C'est sûr. On va devoir accélérer un petit peu. T'as posé 2 questions, t'avais full raison, en fait, finalement. Exactement. Qu'est-ce que t'as appris de ce documentaire-là? Ça, c'est fou. En plus, ça, je veux vraiment parler. C'est important... Attends,
je pensais vraiment pas citer ce gars-là, mais je vais citer quelqu'un qui me cite, ce qui est l'exercice de narcissisme le plus élevé que j'ai jamais fait. Marc-André Villot m'a écrit pour me parler de quelque chose que j'ai dit dans le cadre de Juste pour Rire Pro, que j'ai fait ici dans cette même pièce, et qui était une carrière en humour, c'est un peu comme une carrière en cuisine. C'est pas normal que tu sois en train de rien faire. Il y a tout le temps quelque chose que tu es supposé faire. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux faire pour que ça aille un peu mieux tes affaires. Et ce documentaire-là, en plus des affaires que je savais que ça allait m'amener, ça m'a amené encore beaucoup plus. Mon booking est meilleur que jamais été post-pandémie, puis pourtant, ça fait 2 ans que j'ai pas renouvelé mon nom en faisant des spectacles. T'sais, j'ai pas fait de gala cette année, puis mon booking va vraiment bien. Mes soirées d'humour vont vraiment bien. Ma promo, mon jeu de promo est encore meilleur à cause de ce documentaire-là. Le documentaire-là m'a amené étrangement un souffle de carrière post-COVID que je n'avais pas la prétention d'attendre. Et ça, je trouve ça le fun. Ça m'a amené des spectacles qui sont bons. Ça m'a amené un réseau de contacts aussi dans des villes que j'avais pas. Et c'est ça que je trouve un peu le fun avec cette affaire-là. Ça m'a amené un podcast parce que je veux que ça devienne une série de podcasts sur l'autoproduction, ça. Et ça m'a amené une place à Juste pour Rire parce que, mettons, là, et il y a des bonnes chances en passant, mettons que c'est à chier ce documentaire-là parce qu'on l'a filmé nous-mêmes, genre comme à courir partout. Ça se peut que ce soit mauvais. Oui, ça se peut vraiment que ce soit mauvais. On peut faire un pilote de 15 minutes avec ça, puis ça peut être un excellent court-métrage. On peut faire une tournée de festival avec ça. Ce footage-là existe, puis on l'a fait. Quel conseil tu donnerais à un jeune producteur, un jeune humoriste qui voudrait se lancer dans l'autoproduction? Tu peux répondre si c'est un contrat super important. C'est Toronto. C'est jamais bon, ça, Toronto. Oui, bonsoir. Ça, le pire, c'est que je ne vais même pas le couper et en profiter pour le dire. C'est pour ça que c'était vraiment pas dérangeant que tu répondes parce que il y a très souvent, quand on est rendu dans notre carrière, un moment où quelqu'un nous appelle, ne laissera pas de message si on ne répond pas, puis vous rappelez quelqu'un d'autre. On fait souvent partie de listes qu'on n'est pas les seuls, mais ça donne que notre nom, dans l'ordre alphabétique, t'étais d'Ingé, t'étais avant les R, mais t'as un Raymond quelque part qui pourrait faire autant la job. Fait que c'est important que tu sois le premier qui réponde. Fait que c'est ça. Bref, désolé que ça n'ait pas été ça à ce moment-là. Non, c'est juste un message enregistré d'un hacker à Toronto. Mais le conseil que je donnerais à tout le monde, en fait, c'est qu'honnêtement, moi, j'ai croisé assez de gens dans ma vie que du début à la fin de leur carrière, il n'y a pas une hostie de journée qui ont aimé leur carrière. Puis moi, j'essaie beaucoup de calculer mon succès en fonction de ça. En fonction que moi, il y a littéralement 4 ans, je vendais des cellulaires pour gagner ma vie. Et je devais acheter comme 200$ d'alcool par semaine pour être capable de toffer cette job-là. Puis à cette heure, c'est sûr, je suis pas riche. C'est sûr, je fais un paquet d'affaires, mais tout ce que je fais à chaque jour, je fais des affaires que j'aime dans la vie. Puis ça, c'est le fun. Puis ça vient du travail. Il n'y a personne qui m'a donné une chance dans cette affaire-là. Ça vient d'affaires que j'ai organisées moi-même. Et si j'avais quelque chose à dire au monde, c'est que ça se peut que ça prenne du temps pour de vrai. Ça se peut que ce soit pas clair souvent, mais c'est possible. C'est possible de faire la job qu'on veut faire dans la vie en étant assez sérieux, organisé, puis en faisant une assez bonne job, justement. Votre nom a une valeur. Entretenez le nom de votre affaire, travaillez bien, travaillez à temps et faites de quoi, faites tout le temps de quoi. Puis il y a tout le temps quelque chose qui va revenir de tout ce que vous faites. Complètement. Vincent. Guilla. Quel plaisir de t'avoir eu sur ce podcast. Pareillement, merci. Merci de me faire confiance, pour vrai, en mes talents d'humble animateur et intervieweur. Honnêtement, Mister, ça m'honore que tu sois là. On a monté ça d'un cran et ça, c'est grâce à toi. Yes, sir. Mon grand ami. Ben oui. Bill Cosby. Ça a l'air d'une menace, comment t'as dit mon grand ami. Mon grand ami m'a J'ai peur que tué. tu me tapes, ouais, c'est ça. C'était ton dernier anniversaire, 6 jours avant le mien. Les jours sont comptés. Non. C'était de l'amour. Je sais juste pas comment gérer ça. Ouais. Si on veut te suivre, si on veut voir ce que tu fais, si on veut emprunter un de tes nombreux chapeaux. Écoute, moi, contrairement à tout le monde, en fait, étrangement, c'est même quelque chose qui marche beaucoup, mais je recommande à tout le monde de m'adder sur Facebook. Comme tout le monde, en fait, ma page d'artiste est une vraie fucking joke. Là. C'est une copie bootleg Wish de ce que je fais sur Instagram. Fait que Instagram est pas pire aussi. Il faudrait que je me botte le cul à faire ça aussi, mais je vais sortir un Instagram de photos bientôt. J'ai une carrière de photographe aussi qui, étrangement, paye mes bills de temps en temps. Fait que c'est le fun. Merci pour le loyer, les chums. C'est ça. Sinon, vous pouvez me voir un lundi, en fait tous les lundis, parce que je suis aussi le producteur et le photographe à Stand-Up à l'Île Noire les samedis. Je sais pas pourquoi j'ai dit lundi 2 fois. Oui, je le sais, c'est parce que je suis aussi le producteur et le chroniqueur de les lundis Humour sans génie
à l'ETS. Donc, très belle soirée animée par Simon Trottier. Vous pouvez venir voir ça. Donc, ça, c'est mes 2 soirées pour l'instant. Sinon, dans ce documentaire, j'ai aussi un podcast qui est une émission de radio, en fait, qui s'appelle Dans le temps, c'était bon, une émission sur le cinéma, auquel Guilla participe vraiment souvent sur les ondes de CIBL de 15h à 16h les mercredis, et sinon sur toutes les plateformes de podcast et ou sur mon YouTube avec la version Uncensored, avec peut-être du visuel à m'amener. Sinon, pour l'instant, c'est juste une photo, mais du beau graphisme. Fait que c'est ça. Merci. Cool! Yes. Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Vincent Descoteaux, on a roulé, mais pas sur l'or.